Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Une semaine en Algérie marquée encore une fois par la médiocrité des dirigeants installés par le commandement militaire. Après une visite éclair de M. Tebboune en Égypte, qualifiée de fiasco diplomatique, où sa visite a été planifiée pour 2 jours, mais soudainement celle-ci a été écourtée par une seule journée. Pourquoi donc cette visite qui a été écourtée? Sachant que pour préparer ce genre de visite officielle, on s'y prépare pendant des mois. Une diplomatie à l'image de tout, un système qui avance en reculant. Comment peut-on penser organiser une activité présidentielle internationale, en l'occurrence la réunion de la Ligue arabe à Alger pour un président dont l'expression en arabe est burlesque et primaire, lui qui n'arrive même pas à convaincre son peuple à travers ses discours décousus, émaillés d'expressions qui frisent le vulgaire à l'exemple de Wilkes et Dor, sans respect aux familles algériennes qui l'écoutent. Comment peut-on prendre des risques humiliants pour notre pays en organisant une telle réunion pendant que nos relations diplomatiques sont coupées avec notre voisin le Maroc et sur des thèmes fâcheux pour l'ensemble des pays arabes, à moins que l'on veille le ridiculiser à l'international. En tout état de cause, une activité présidentielle est de tout temps méditée et organisée par le ministre des Affaires étrangères et les services de la présidence. Risquer une telle aventure, c'est mettre le président face à un échec certain, comme en témoigne sa visite en Égypte. Sauf c'est son humiliation à l'échelle nationale et internationale a été préméditée. Lui qui ne cesse de prouver son incapacité de tenir un discours cohérent digne de son poste. Lui, à travers ses rencontres périodiques avec les journalistes, rappelle sans rougir les limites alarmantes. Comment les diplomates des pays étrangers peuvent-ils prendre au sérieux les initiatives algériennes concernant certains dossiers au moment où le front interne est au bord de l'expression, rendant toute initiative de la diplomatie de notre pays plus qu'aléatoire, sans aucune capacité d'influence ou de nuisance. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude. Une politique bancale et absolument rien n'a été proposé pour régler la crise politique du pays, aggravée encore une fois par des fuites qui ont secoué l'institution militaire, ou plus précisément le chef d'état-major. Des fuites qui déterrent du déjà vu une lutte au sein de cette institution qui pourra avoir de lourdes conséquences pour la cohésion de notre pays. La répression, les barbouzeries, les restrictions des libertés font sonner l'alarme à un dérapage qui a de lourdes conséquences sur l'évolution des événements en Algérie. Mais aussi, il faut le dire, que le régime, par ses pratiques, il démontre qu'il force contre la volonté du peuple tout entier et une escalade sans précédent dans la vie publique du pays. Cette répression dont la férocité n'a d'égal que celle des pires dictatures qu'ait connues le monde à l'image de la Birmanie ou de la Corée du Nord. Notre pays a besoin en urgence de retrouver la stabilité. Pour ce faire, les gesticulations de ces apprentis sorciers mettent par leur surdité aux appels du peuple le pays tout entier en danger. Et plus grave, fragile face à un environnement géopolitique où l'absence de vision de ceux qui décident nous ont mis dans une position de relative faiblesse. Le déclassement de toutes les couches sociales est porteur d'un grand danger pour la cohésion sociale. On manque de vision et de modèle économique, on manque de solutions face à la crise politique. Le pouvoir continue ses pratiques et sa logique. L'État n'est plus crédible, ses institutions aussi. Une remise à plat de tout le dispositif institutionnel est d'une impérieuse nécessité. La transition est la seule et unique voie
pour entamer les transformations nécessaires à l'émancipation de notre peuple. À la crise sanitaire, une crise économique qui est en train de débouler et qui risque d'emporter sur tout son passage. Force de constater que rien n'est fait pour anticiper, amortir et protéger les plus faibles d'entre nous. Le système qui règne depuis 1962 a cassé la société et surtout a bridé notre pays. Ibn Khaldoun disait que les temps difficiles créent des gens forts et les gens forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des gens faibles et les gens faibles créent des temps difficiles. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شابة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شابة ما تعياش ولاش سماحولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك بالبوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع فيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا ليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقته في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لابادين Algérie, pouvoir et peuple, la dichotomie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission le président du RCD, Mohsen Belabbas, qui sera avec nous dans cette émission. Et je pense qu'il est avec nous. Monsieur Mohsen Belabbas, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est Mohsen Belabbas, de nous retrouver donc sur notre chaîne. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Il sera avec nous aussi depuis Alger. On aura aussi le plaisir d'accueillir Ihsan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Il sera avec nous depuis Alger aussi. Monsieur Mohsen Belabbas, on va commencer cette émission avec vous. Merci. Encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Barakallahu fik. Mohsen Belabbas, comment peut-on qualifier ce qui se passe en Algérie? Comment peut-on dire, évaluer la situation en Algérie, sachant ce qui se passe en ce moment comme acharnement, comme répression contre les militants des droits de l'homme, les militants politiques, mais aussi contre votre personne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à cette dernière convocation des juges? Non, s'agissant de la convocation devant le juge, ça relève plus du secret de l'instruction que d'autres choses. Les cadres
pour tout le monde depuis déjà près de 3 années qu'il y a un acharnement contre le parti que je préside, contre ma personne et contre les cadres de mon parti, contre tous nos militants. Mais nous ne faisons pas l'exception. Beaucoup de citoyens algériens, beaucoup d'acteurs politiques sont dans la même situation. C'est vrai qu'on peut toujours dire que jamais l'Algérie n'a connu une telle instrumentalisation de la justice dans le règlement des conflits politiques. Parce qu'il s'agit de règlement de conflits politiques. Nous avons des problèmes politiques à régler. Ils ont préféré instrumentaliser les tribunaux, souvent préféré des accusations, mais ils n'ont pas compris que c'est pas comme ça qu'ils pourront venir à bout de la détermination des Algériens à construire l'état de droit pour lequel ont milité des générations et des générations d'Algériens depuis l'indépendance. La situation n'est pas reluisante en Algérie, ce n'est pas nouveau, mais on peut toujours dire que c'est aggravé parce que de plus en plus, on a l'impression que le pouvoir actuel, non seulement il est incapable d'oser réfléchir à comment trouver des solutions, parce que ce pas des solutions qui n'existent pas, il n'essaie même pas de les chercher, ces solutions, mais depuis un moment, il est en train de semer le désespoir à tous les niveaux, pas seulement par l'incompétence des dirigeants, par leur absence de légitimité, mais surtout par le fait qu'ils donnent l'image de dirigeants qui s'en foutent de l'avenir de ce pays, ils s'en foutent de ce peuple, ils s'en foutent de l'État. Ils auraient dû quand même comprendre qu'au bout de 3 années de répression, que ce n'est pas la solution. On ne peut pas régler les problèmes politiques d'un pays par la répression. On ne peut pas régler les problèmes politiques en supprimant totalement la vie politique. Il n'y a plus de vie politique en Algérie, pas seulement en termes de partis politiques, mais y compris au niveau des institutions. Elles ont toutes été réduites à leur plus petite expression. Ça fait peur pour le pays. Donc, vous pensez, comment peut-on déduire ce comportement, Mohsen Belabbas, quand il y a des chefs de parti comme vous qui sont attaqués, qui sont donc menacés d'être emprisonnés juste parce que vos positions politiques? Qu'est-ce que cela peut démontrer chez l'autre? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à une situation où le régime n'a rien à offrir, surtout sur la question politique? Non seulement il n'a rien à offrir, mais surtout c'est un signe de fragilité que n'a jamais connu le pouvoir algérien. Je ne parle pas de l'Algérie. Les différents pouvoirs qui ont succédé en Algérie depuis 1962 à ce jour n'ont jamais été aussi faibles. Parce que recourir à une telle répression pour faire taire pas seulement les hommes politiques et les responsables de partis politiques, mais aussi et surtout des citoyens qui, de temps en temps, osent s'exprimer sur les réseaux sociaux de manière correcte, de manière politique, de manière... ils s'inquiètent pour leur pays, ils signalent un certain nombre de dépassements, mais oser emprisonner ces gens-là, c'est un signe de faiblesse, contrairement à ce qu'ils croient, parce qu'ils pensent donner ainsi l'image d'un État fort. L'État ne peut pas être fort par la répression. L'État ne peut être fort que par sa capacité à écouter son peuple, à écouter ses acteurs politiques, à écouter sa société civile, à construire des pour dialoguer, pour discuter, pour lancer le débat, mais tout ça, ils sont incapables de le faire. C'est pas seulement un problème de légitimité, parce que depuis 62, les pouvoirs qui se sont succédés sont tous autant illégitimes que l'actuel pouvoir. Je parle de la légitimité démocratique et populaire. Mais surtout, c'est un problème d'incompétence
au niveau managérial et un problème de coordination dans la gestion des affaires de l'État. Par exemple, les affaires étrangères, jamais la politique étrangère de l'Algérie n'a été aussi opaque. On n'arrive pas à dire. Un déplacement en Égypte, il aurait dû être expliqué dès le départ du point de vue des objectifs qui lui ont été tracés. Quels sont les sujets qui étaient au menu des discussions entre les deux chefs de l'État qui devaient se rencontrer? Tout ça, on ne le savait pas. On a l'impression que c'est une visite de courtoisie qui a été écoutée et sur laquelle les Égyptiens ont profité pour faire passer un certain nombre de messages. Mais du côté de l'Algérie, on n'a pas compris. Est-ce qu'il y a eu un message? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose on va revenir sur la visite, Mohsen Belabès, parce que j'aimerais écouter aussi votre réflexion, votre réponse par rapport à cette question de diplomatie. On a vu donc que beaucoup d'observateurs ont qualifié cette visite de Abdelmajid Tebboune en Égypte comme un fiasco diplomatique. Mais vous avez parlé, je vais relever juste par rapport à un point par rapport à votre intervention maintenant, vous avez parlé donc de compétences. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, il manque de compétences, ou bien au contraire, le problème n'est pas un problème de compétences, est un problème beaucoup plus de volonté de ce régime de s'ouvrir, d'écouter son peuple, donc d'aller vers les revendications du peuple algérien? Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours insisté sur cette question de compétences. Les compétences, j'ai toujours dit qu'ils existent en Algérie. Ils existent dans tous les domaines, à tous les niveaux. Le problème, c'est que ces compétences sont marginalisées. Et ces compétences n'accèdent pas à la responsabilité. Ces compétences ne sont pas écoutées. Et dans un certain nombre de cas, ces compétences sont réprimées, voire emprisonnées. C'est la réalité de l'Algérie. Nous avons affaire à des dirigeants qui pensent que l'intelligence, que la compétence déstabilise. Donc, ils préfèrent la marginaliser. Ils préfèrent travailler avec la médiocrité. Et nous avons le résultat qui est le nôtre aujourd'hui. Mais dès que nous allons réussir à donner un minimum de légitimité aux institutions, dès qu'on va laisser la compétence accéder au centre de responsabilité, l'économie algérienne va décoller, la situation sociale en Algérie va décoller. Donc tout peut s'améliorer en un laps de temps précourt. Le tout est de faire en sorte à ce qu'on donne à la compétence la place qui est la sienne et on donne de la légitimité aux dirigeants et aux institutions. Et bien sûr, pour ce faire, il faudra aller vers une transition telle qu'on a préconisée depuis des années déjà. Très bien. Mohsen Belabès, je vais vous retenir encore un petit moment. On a Karim Tabou avec nous. Il nous a rejoint. Monsieur Karim Tabou, coordinateur national donc, de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. Si Karim, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nassar et merci. Mes salutations à l'ensemble des invités et aux téléspectateurs. Mohsen qui est avec nous aussi, Karim Tabou. Mohsen Belabès, monsieur Belabès. Particulière pour Mohsen, mais salutations particulières pour Mohsen. Karim Tabou, si on revient un peu sur... Pour le maquisard Mohsen. Karim Tabou, monsieur Tabou, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, la situation ne s'arrête pas à se dégrader sur tous les niveaux. Mais si on revient un peu sur la situation politique, comment peut-on la qualifier, sachant ce qui se passe ces derniers temps, Karim Tabou, avec arrestation, répression, mais aussi, on va y revenir sur cette grève de la faim des détenus de Hirak, si on peut les appeler comme ça. Quelle est votre lecture par rapport à la situation que vit notre pays, Karim Tabou? Impasse politique intégrale. Si ce n'est les petites apparences d'une administration qui continue d'exister, le pays patauge dans la crise. Le pays ne fonctionne pas et d'ailleurs, l'incidence est là. Sur le plan social, les Algériens souffrent.
sur le plan politique, c'est la glaciation. C'est la glaciation autoritaire, c'est le retour de l'état gendarme qui suspend toutes les libertés publiques. Sur le plan économique, c'est une grande confusion. Et si nous essayons de lier ces questions les unes aux autres, l'Algérie est un pays en panne de projets, que ce soit en interne ou en externe. Et personnellement, je considère que c'est à la fois un aboutissement d'un long processus de mensonges, de falsification, de tricherie et de coups bas. Mais c'est également une situation qui met le pays dans une intersection. Soit elle choisit d'aller vers la modernité, vers le monde, et il y a des conditions, il y a un standard, il y a un certain nombre de choses à devoir amender, à devoir changer, à devoir complètement changer dans la conception du pouvoir. Soit nous allons rester en croyant que faire de ce pays une immense caserne suffit aux caporaux du coin pour régenter la société comme ils veulent. Très bien. Donc vous pensez que l'heure est grave, si on peut résumer ce que vous avez dit, Karim Tab. L'heure est grave. D'ailleurs, les choses ils sont là. Le constat il est là. D'abord sur le plan international et sur le plan régional. Vous avez dans votre présentation parlé de fiasco, mais c'est la dérive absolue, c'est le manque de vision, c'est une incapacité d'un régime à passer à l'ère de la modernité. C'est un régime qui continue d'avoir une conception erronée de la politique, de l'État, du peuple, des relations internationales. Bien entendu que celui qui n'arrive pas à faire un bon chez soi, il ne peut pas faire un bon chez les autres. C'est clair que celui qui n'a pas pu établir les bonnes relations familiales ne peut pas avoir de bonnes relations de voisinage. Et la réalité, elle est là. C'est-à-dire que le pouvoir en place, d'abord, manque de programme, manque de projet. L'Algérie, aujourd'hui, par la faute de ses dirigeants, manque de projet, et ce manque de projet, donc, bloque la prise de décision, et ce blocage dans la prise de décision réduit le travail dit diplomatique de simple apparence, de simple protocole, parce que si on voit bien, sur tous les fronts, sur les questions que le pouvoir d'ailleurs lui-même a considéré que c'était des questions essentielles, voire entre parenthèses stratégiques pour lui, il n'a pas arrêté d'enregistrer des affronts, des fiascos, des échecs de tout point de vue. Hein. Et là, j'ai bien écouté en partie l'intervention de M. Mohsen. Oui, médiocrité, oui, inaccessibilité de la compétence au centre de prise de décision, mais plus que cela, je pense que le meilleur système qui organise le meilleur management des compétences, c'est le système démocratique. Même si individuellement, il se peut par-ci et par-là, un directeur central dans une administration quelconque, dans un secteur quelconque, une compétence donnée peut être intégrée dans une mission quelconque, et on a bien vu un État qui se réduit à compter sur le bout des doigts les gens qu'on considère comme étant des compétences. Et à chaque fois, c'est toujours l'approche politique. Quand on appelle une compétence, c'est beaucoup plus pour maquiller les échecs, c'est pour maquiller l'affront qui est là
et donner une apparence d'un système qui fait appel aux compétences. Les compétences ne peuvent pas fonctionner en harmonie avec leurs compétences, avec leurs connaissances, dans un système qui ne soit pas le système du management de la compétence. Et le meilleur système qui manage bien la compétence, c'est la démocratie, c'est le droit. C'est la prime à la compétence, c'est l'obligation de rendre des comptes, c'est nécessité d'évaluation permanente, ce sont des méthodes scientifiques de gestion, qu'il soit une gestion politique, une gestion économique, une gestion sociale ou la gestion d'un phénomène quelconque. Vous allez regarder dans d'autres pays, vous allez trouver que autour de la diplomatie par exemple, il y a des centres d'études qui sont très puissants, qui activent des observatoires dans le monde et également une prospective qui est menée, des enquêtes de prospective, des cercles de débat qui soient menés, élargis aux compétences nationales et pourquoi pas des experts étrangers. Tout cela concourt à définir une ligne de conduite, une ligne stratégique pour un État, pour un pays. Tout ça n'existe pas chez nous. Très bien. Chez nous avons des gens qui considèrent que la stratégie, la tactique, tout ce qui est, tout est mélangé dans le seul but et la seule finalité, tout faire pour rester en poste. Pour eux, la diplomatie, c'est avoir des reconnaissances de l'étranger. Ils trafiquent les élections, ils suspendent les libertés publiques, ils mettent les gens en prison, et le plus important pour eux est qu'ils reçoivent les chèques à blanc de leurs partenaires, entre guillemets. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. Je vais redonner la parole à M. Mohsen Belhabbas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux dans nos émissions. C'est tellement difficile d'avoir Mohsen Belhabbas et Karim Tabou dans la même émission. Mohsen Belhabbas, Karim Tabou est en train de dire que le pays est dans une intersection. Si on peut dire, la situation est tellement, bien sûr, difficile, que ce soit au niveau interne et externe, parce qu'on va parler de cette question de la diplomatie que beaucoup ont qualifié la dernière visite de Abdelmajid Tebboune de fiasco en Égypte. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé, Mohsen Belhabbas, et qu'est-ce qu'elle peut démontrer ce fiasco ou cette visite? Non, je le disais tout à l'heure, en fait, le fiasco par rapport à quoi? Tout le problème est dans le fait que, s'agissant de l'action diplomatique algérienne, souvent, il n'y a pas de communication sur les objectifs qu'on fixe à cette diplomatie. On a annoncé une visite de 2 jours au Caire, mais à aucun moment il n'a été question dans leur communication de l'objectif de ce déplacement des chefs de l'État au Caire, des thématiques qui vont être abordées. Est-ce qu'ils vont discuter de la rencontre programmée à Alger de la Ligue arabe? Est-ce qu'ils vont discuter des relations ou ce qu'on appelle avec Israël? Est-ce qu'ils devaient discuter de la situation en Libye? Tout ça, on ne sait pas. Il n'a jamais été question du contenu, y compris du point de vue des échanges économiques. On ne sait que dalle. Donc c'est très difficile de savoir est-ce qu'il y a un résultat dans cette rencontre. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la rencontre a effectivement été écoutée et il y a eu des déclarations au même moment d'un ambassadeur égyptien établi au Maroc qui posait problème. Le choix du timing pour faire une telle interview était problématique pour le pouvoir algérien, bien sûr. Mais moi, je l'ai dit, la diplomatie algérienne n'a plus de cap depuis, en réalité, quelques années. On ne peut pas reprocher ça à Tebboune. Ça a commencé depuis la maladie de Abdelaziz Bouteflika et on a laissé traîner la situation pendant plus de 10 ans, parce qu'on peut dire que pratiquement depuis 2015,
qu'il n'y a eu plus de politique étrangère claire, lisible pour les Algériens. Et jusqu'à présent, c'est très difficile d'enclencher une reprise, d'autant plus qu'on sent qu'il y a un problème de communication aussi entre le ministre des Affaires étrangères lui-même et le chef de l'État. Absolument. Mohsen Belabbas, vous avez parlé donc de ces déclarations de l'ambassadeur égyptien établi au Maroc. On va vous faire écouter donc ces déclarations qui ont été senties comme une gifle, pour, si on peut dire, un fiasco pour la visite de Tebboune, parce que ces déclarations étaient en même temps que la visite, étaient donc prononcées en même temps que la visite d'Abdelmajid Tebboune en Égypte. On écoute l'ambassadeur. أنه موقف مصر من الوحدة الترابية للمغرب هو موقف واضح وليس فيه أي لبس، أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب. فهذه المسألة غير قابلة للنقاش، أو لأنه هناك العديد من أحيانا تصدر تصريح، ليست تصريحات ولكن في الصحافة اتهامات لمصر بأنها لا تؤيد الوحدة الترابية لمصر. أنا أؤكد أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب بوضوح شديد. أنه موقف مصر من Mohsen Belabbas, c'est extraordinaire quand même quand on écoute ces déclarations, et donc ça a coïncidé aussi en même temps donc la visite de Abdelmajid Tebboune en Égypte. Oui, donc en tout cas le problème dans cette déclaration, c'est le fait qu'il coïncide justement avec la visite du chef de l'État en Égypte. Sinon, c'est vrai que la position égyptienne était connue depuis longtemps. Mais la rappeler en ce moment pose problème. En tout cas, moi je pense que le pouvoir algérien doit réfléchir 1000 fois pour à l'avenir quand il va programmer d'autres sorties pour l'actuel chef de l'État. On ne peut pas continuer à jouer comme ça sur des questions aussi importantes. La diplomatie, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui, en 2022, est confié souvent à des groupes de spécialistes qui réfléchissent en amont sur les contenus, sur les projections, sur les partenaires éventuels avec lesquels il faudra établir des relations, sur les stratégies à mettre en place. Ce n'est pas de l'improvisation. Et moi, je sais que depuis une année, on assiste à des décisions improvisées. Dans un certain nombre de cas, des décisions prises en l'espace de 24 heures et ça devient dangereux. On revient un peu, Mohsen Belabbas, sur cette information qui est tombée aujourd'hui, donc entretien entre Macron et son homologue algérien Tebboune. Quelle lecture peut-on faire donc de cet entretien, sachant que du côté algérien, on avait demandé des excuses par rapport à les déclarations de M. Macron, qui avait qualifié le système de politico-militaire, qu'il était affaibli par le Hirak. Non, moi, je me suis déjà exprimé sur cette question. Je rappelle seulement que s'agissant de l'Algérie, il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'établir des relations diplomatiques avec tous les pays du pourtour méditerranéen. Donc là, sur le plan stratégique, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ce qui me pose problème dans leur relation avec la France, c'est surtout le fait que souvent ils se sentent, c'est comme s'ils se soumettent trop. Là aussi, j'ai vu que l'entretien a eu lieu suite à un appel de Macron, mais pour inviter le chef d'État algérien à la rencontre Afrique-Europe. Et là, ça me pose problème. Pourquoi, encore une fois, c'est les Français qui doivent nous inviter à cette rencontre? Ça montre qu'on ne pèse pas, on n'est pas important. On n'est pas des acteurs déterminants dans ce genre de rencontre. Mais pour le reste, moi, je pense que l'Algérie doit repenser ses relations, sa politique étrangère en général. Voilà. Très bien. Et sur les fuites, Mohsen Belabbas, on aimerait aussi avoir votre lecture, parce qu'on avait entendu ce qu'a dit l'ancien secrétaire
personnel du feu Gaïd Salah. Sur ces fuites, comment peut-on les qualifier? Beaucoup ont parlé bien sûr d'une guerre clanique au sommet de l'état-major. Bien sûr, c'est très inquiétant. Beaucoup d'observateurs ont parlé d'une situation très inquiétante qu'on est arrivé à ces pratiques ou ces agissements. Vous savez, moi, s'agissant de tout ce qui est en relation avec les luttes de clans, je me suis toujours interdit de rentrer trop dans le commentaire de ces guerres, parce que souvent on risque de passer pour des dindons de la farce, on risque d'être manipulé dans ces opérations. Ce n'est pas un fait nouveau, le pouvoir algérien a toujours fonctionné en clans qui se font la guerre, donc les clans se font et se défendent. Le seul problème que me posent ces déclarations et la situation en général dans le pays ces dernières années, c'est dans l'instrumentalisation de la justice. Ça veut dire que la justice, elle est devenue une justice avec laquelle on règle des comptes à des acteurs politiques qui sont dans l'opposition, bien qui contestent un certain nombre de choses, qui dénoncent la répression, qui demandent l'instauration de l'état de droit, qui demandent des élections libres. Et bien sûr, quand il s'agit de dirigeants, souvent on fait tout pour les extraire de la justice. Voilà la réalité de mon pays en ce moment. Et c'est l'un des problèmes majeurs qu'il faudra régler à l'avenir si on veut s'en sortir. Très bien. On est à quelques semaines du troisième anniversaire du Hirak. Mohsen Belabbas, vous étiez un acteur donc de ces marches du Hirak, des revendications du Hirak. Comment vous voyez les choses? Donc, est-ce que vous pensez que à cette occasion, donc l'occasion de la troisième année du Hirak, et comment vous voyez les choses évoluer? Quelle perspective pour le Hirak, sachant que le régime, sa politique, elle est très claire. On est en train de voir donc ces barbouzeries, c'est la répression, l'emprisonnement, des menaces donc contre des chefs politiques, des personnalités politiques. Il y a même un chef, le chef du MDS qui est en prison. Il y a des journalistes aussi. Quelle perspective, Mohsen Belabbas, pour notre pays? D'abord, s'agissant du Hirak, moi, je ne me suis jamais vu comme étant un acteur du Hirak. Je me suis toujours vu plutôt comme un citoyen qui a assumé son rôle de citoyen. Je me souviens que quand j'avais décidé de prendre marche, de participer aux marches organisées dans le cadre du Hirak, j'avais dit publiquement que je vais y prendre part en ma qualité de citoyen, et j'ai continué à le faire jusqu'au bout, et je continuerai à jouer et à assumer mon rôle de citoyen dans mon pays, parce que j'appartiens à un peuple, et je considère que quand un peuple décide d'agir pour le changement, je dois en ma qualité de citoyen de m'y inscrire. Je ne pense pas que le Hirak a été affaibli ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, parce que je n'ai jamais confondu entre le Hirak et les marches. La preuve, c'est que le Hirak est toujours vivant, et dans l'ampleur que prennent les arrestations, la répression et les emprisonnements. En réalité, le nombre de personnes arrêtées, emprisonnées a augmenté depuis pratiquement le mois de mai, depuis que les marches sont arrêtées. À ce jour, il y a des arrestations chaque semaine. À ce jour, il y a des emprisonnements chaque semaine. Il est aussi dans la situation dans laquelle se retrouve le pouvoir algérien. Il a fait croire à l'opinion publique, il a renouvelé la composante des institutions, présidence, Assemblée nationale, Assemblée locale, mais tout le monde remarque que c'est de la paralysie générale à tous les niveaux. Donc rien de nouveau du point de vue de la gouvernance. Maintenant, le Hirak, qu'est-ce qui va revenir? Moi,
je dirais que le Hirak ne s'est jamais arrêté, n'est jamais parti pour qu'il revienne. Il est toujours là. Peut-être qu'il prend d'autres formes d'expression. Ils vont être confirmés plus tard. C'est le temps qui nous dira comment il a évolué, quel résultat il va donner. Très bien. Merci beaucoup, Mohsen Belabbas. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Yatik Saha. Merci à vous, Mohsen Belabbas, qui était avec nous, président du RCD. Il était avec nous depuis Alger. Je vais revenir à Karim Tabou. Karim Tabou, sur ces questions donc, de diplomatie, comment peut-on donc qualifier cette sortie de Abdelmadjid Tebboune, officiel bien sûr, en Égypte. Beaucoup d'observateurs l'ont qualifié de fiasco. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karim Tabou? Karim Tabou? Karim Tabou, est-ce que Karim est toujours avec nous? Je pense qu'on l'a perdu, on est en train de me dire. Mais on va essayer juste de faire passer donc, la vidéo, juste pour rectifier par rapport donc, à cette vidéo que j'avais fait passer de l'ancien, pas l'actuel ambassadeur de l'Égypte établi donc, au Maroc, c'est l'ancien, c'était les déclarations de l'ancien ambassadeur au Maroc, égyptien au Maroc. Donc on l'écoute encore une fois. أنه موقف مصر من الوحدة الترابية للمغرب هو موقف واضح وليس فيه أي لبس، أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب. فهذه المسألة غير قابلة للنقاش، أو لأنه هناك العديد من أحيانا تصدر تصريح، ليست تصريحات ولكن في الصحافة اتهامات لمصر بأنها لا تؤيد الوحدة الترابية لمصر. أنا أؤكد أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب بوضوح شديد. أنه موقف مصر من الوحدة الترابية للمغرب هو موقف واضح وليس فيه أي لبس، أن مصر تؤيد الوحدة الترابية للمغرب. فهذه المسألة غير قابلة للنقاش، أو لأنه هناك العديد من أحيانا تصدر تصريح، ليست تصريحات ولكن في الصحافة. Donc juste, vous l'avez entendu, ça c'est l'ancien ambassadeur égyptien établi au Maroc, c'est pas l'actuel, mais l'actuel avait fait une déclaration donc dans un journal marocain, c'est presque donc la même chose, c'est les mêmes déclarations donc qu'on a entendues dans cette vidéo. Je pense qu'on a été rejoint par Karim Tabou. Est-ce que vous m'entendez, Karim? Karim, est-ce que vous êtes avec nous, Karim? Karim Tabou. Ah non, on me dit non, il n'est pas là. Donc, Hassan Al-Qadi, je pense qu'on a été rejoint par Hassan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui nous a rejoint. Hassan Al-Qadi, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Allah. Alabik, c'est Hassan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hassan Qadi, donc on va revenir sur un peu l'actualité de la semaine, la visite de Tebboune en Égypte, que beaucoup qualifiaient de fiasco pour la diplomatie algérienne, mais aussi les fuites qui ont touché l'institution militaire. Beaucoup aussi parle donc de cette lutte clanique au sommet de l'état-major et aussi le dossier des droits de l'homme en Algérie avec donc la grève de la faim des détenus politiques, surtout ceux qui sont donc à Al-Harrach. On parle de presque de 40 détenus. Quelle est votre lecture par rapport donc à cette visite de Abdelmadjid Tebboune, Hassan Qadi? Enfin, on est dans un contexte malheureusement où les consolidations se font dans le mauvais sens. Et il fut un moment où c'était on va dire les gouvernements, les chefs de gouvernement et les présidents issus du printemps arabe, issus des changements démocratiques qui se concertaient pour essayer d'étendre le processus de changement. Aujourd'hui, on a des restaurateurs, des dictateurs dans le cas de Sisi, des apprentis restaurateurs dans le cas de la gouvernance et du président algérien.
qui se consolide, qui essaie de se rapprocher. Et l'agenda de la réunion de la Ligue arabe, évidemment, justifie une rencontre, il n'y a pas de problème. La coopération bilatérale peut aussi justifier une rencontre, il n'y a plus d'investissement en Algérie. On peut rappeler quand même qu'au début de l'ère Bouteflika, une partie des investissements se sont venus d'Égypte, on pense notamment à Orascom dans la téléphonie et à Orascom dans les matériaux de construction. Et donc il y a aussi ce volet-là. Mais bon, globalement, ce que nous devons retenir, notamment avec le soutien déclaré des deux chefs d'État à ce qui se passe en Tunisie, c'est que nous sommes dans une internationale des dictatures et des autoritarismes qui essaient de se mettre en place. Après, qu'est-ce que ça peut apporter quand on additionne deux processus de ce type-là qui ne sont pas légitimes vis-à-vis de leur peuple, vis-à-vis de leur opinion, qui gouvernent par la terreur, qui essaie de s'affirmer par la force. Et évidemment, l'Égypte est de ce point de vue-là un grand maître et l'Algérie un élève. On ne peut pas attendre de grandes évolutions. Après qu'il y ait cette humiliation en cours de visite, on a pris l'habitude de cela. L'Algérie est faible. Moi, j'ai eu à le vérifier. En Algérie, on nous fait on nous rappelle tout le temps le dossier sahraoui, qui est, je le rappelle encore une fois, un dossier tout à fait juste, parce que les Sahraouis n'ont pas choisi encore d'être marocains. Ils veulent qu'on leur pose la question, ils veulent un processus d'autodétermination qui décidera de ce qu'ils veulent devenir. Mais Alger, quand il s'agit des grands rendez-vous et quand il s'agit des situations où il faut être offensif, ne le fait pas. Beaucoup de chefs d'État étrangers importants sont passés ou des personnalités sans que ce point d'ordre du jour n'ait été abordé, que ce soit à l'époque de Bouteflika, que ce soit aujourd'hui à l'époque de Tebboune. Pourquoi donc ça a été décidé, Ihsan Qadhi, d'organiser ce sommet de la Ligue arabe, sachant qu'il y a des divisions, des crises même majeures? Prenons le cas de l'Algérie et le Maroc. Oui, il y a un agenda normal. Les cycles de réunions, c'est un peu comme pour l'OUA. Il y a tous les mois de juin, il y a un sommet de l'OUA, un sommet africain avec l'Union africaine. Mais la Ligue arabe est évidemment beaucoup plus divisée, et avec des possibilités d'arbitrage beaucoup moins établies. Et donc, évidemment, avec le processus de la normalisation avec Israël, les lignes de fracture se sont aggravées, elles se sont ajoutées aux lignes de fracture de la période du printemps arabe, à celle du conflit qu'il y a eu au sein des pays du Golfe avec l'isolement du Qatar, aux lignes de fracture dramatiques issues de la coalition qui agresse le Yémen. Et donc, évidemment, c'est un champ de ruines. Et dans un contexte comme ça, je pense que le pari de réunir un sommet arabe est un pari extrêmement difficile à réaliser. Après, bon, c'est normal de vouloir insister pour le faire tant bien que mal. Mais et surtout que... Surtout par rapport à la situation que vit notre pays, Ihsan Qadhi, sachant ce qui se passe aussi à l'échelle intérieure, comme crise politique, crise économique, il y a malaise social. Et les Algériens, je ne pense pas qu'ils adhèrent à cette feuille de route diplomatique, si on peut l'appeler feuille de route. Est-ce que vous pensez qu'il y a des contradictions au sein de ce régime ou même, on peut expliquer aussi les fuites qu'il y avait ces derniers temps par une guerre clanique au sommet de l'État, au sommet de ce pouvoir? On va faire, Nasser, si vous voulez bien, on va faire la part des choses. Il y a l'agenda diplomatique, c'est le tour de l'Algérie d'organiser ce sommet, c'est proposé de être cette fois-ci dans notre région. Il n'y a pas de problème. Du point de vue du leadership, un pays doit briller sur le plan de la diplomatie. Quand il accueille un sommet, il a plus de chances de éventuellement faire passer un petit peu plus de son point de vue. Ça s'est toujours fait. Et il a besoin, en termes de notoriété et de légitimité intérieure, de montrer qu'il est fréquentable. Bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Ça, c'est une chose. Bon, que ce soit promis à un échec, visiblement, c'est le cas, et c'est pas, l'Algérie n'a pas les moyens de sortir le monde arabe et la Ligue arabe d'une telle impasse. Maintenant, il est vrai que cela peut paraître paradoxal d'insister, d'investir autant d'efforts
pour essayer de réconcilier les pays, les membres de la Ligue arabe, lorsqu'on sait qu'en interne, il y a une fracture encore plus spectaculaire que celle qui existe dans le monde arabe, qui se manifeste maintenant à travers différents canaux. On a eu l'épisode de la vidéo de Khaled Bounouyera qui est resté sans être traité autrement que par la condamnation à mort de cet ancien attaché personnel de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd. On a des évolutions de la crise à tous les niveaux. On a eu ces derniers jours les fuites sonores laissant montrer qu'il y avait des préparatifs pour un mauvais coup, un coup tordu des services à l'international contre des personnalités de l'opposition. Et là, Ihsan El-Qadi, juste pour vous dire que M. Hicham Aboud est avec nous, on va en discuter par rapport donc, à ces menaces dont il avait lui-même fait l'objet. Hicham Aboud, il sera avec nous, donc il est avec nous par Skype depuis Paris. Continuez votre intervention, Ihsan El-Qadi. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que tout cela montre bien que la situation interne est extrêmement compliquée. Les derniers faits extrêmement choquants, évidemment, dans la série des signes extérieurs de division, d'entropie, de désordre du système qui n'arrive pas à se réorganiser autour d'un nouveau noyau. Il a du mal. Il y a un semblant de noyau. Il y a le président de la République qui associe le chef d'état-major à toutes ses activités, et il y a le chef d'état-major qui essaie d'être le plus proche possible, se mettre en lumière auprès du président de la République. On a vu les épisodes de la Coupe arabe et d'autres au niveau protocolaire. On sent que c'est des hommes... En fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que pour la première fois, depuis... en tous les cas, depuis que moi je me souviens de ce couple ou de ce triangle président de la République, état-major, service de sécurité, on a en fait, on fonctionne non plus sur un tabouret à 3 pieds, mais sur 2 pieds, parce que les services ont été très affaiblis et aujourd'hui on ne peut pas considérer qu'elles se sont autonomisées pour être une entité complète. Donc on a 2 pieds du tabouret et les 2 pieds sont faibles. Le président de la République est un président qui a été amené par l'armée et sa légitimité est très limitée. Et le chef d'état-major n'est pas reconnu comme un leader. Il se retrouve à ce poste un peu par un accident de circonstances. Et donc, on a une situation inédite où, par le passé, quand il y a eu le 11 janvier, la présidence s'est affaissée, il n'y avait plus de présidence, le 11 janvier 1992, mais l'armée était soudée autour du chef d'état-major, des services, etc. La même chose quand Bouteflika est arrivé. L'armée était soudée et quand Bouteflika est devenu fort, il a affaibli l'armée, mais il y avait toujours un des 2 pieds, sur les 3 pieds du tabouret, il y avait toujours au moins 2 pieds qui étaient puissants. Aujourd'hui, on n'a que 2 pieds du tabouret pour tenir l'édifice du système de pouvoir en Algérie, et ces 2 pieds sont faibles et ils sont obligés de se soutenir mutuellement. Sauf que en se soutenant mutuellement, ils ont engagé, je trouve, une guerre à la société, d'abord aux Algériens, à travers les arrestations, la répression, et ce volet-là dont on parle sans arrêt tout le temps, et duquel on n'est pas en train de sortir. Et puis, ils ont continué une guerre qui avait été déjà engagée contre d'autres factions au sein du régime, engagée par Ahmed Gaïd Salah, qui se poursuit. Et j'en arrive à ce qui nous a choqué le plus ces dernières 48 heures, la confirmation de la condamnation du général Ali Bderi, qui n'a absolument rien à faire en prison, et qui est aujourd'hui maintenu en prison uniquement parce qu'on a peur qu'il puisse représenter une alternative à l'intérieur du système ou même une alternative de consensus dans le pays. Et le signe de faiblesse, ce signe de faiblesse est extrêmement alarmant. Alors si on y ajoute les fuites et les projets de mauvais coups, de coups tordus et de barbouzeries contre les opposants à l'étranger, le tableau devient extrêmement inquiétant et évidemment à côté de cela, organiser un sommet arabe devient presque anecdotique.
Très rapidement, Hassan Qadi, chaque fois on nous dit que le régime est à sa fin, on va voir des apaisements, alors que bien au contraire, on est en train de voir des politiques qu'on n'a pas vues auparavant. Beaucoup d'observateurs parlent d'une situation d'avant 88. Il y a un recul extraordinaire en termes de liberté, en termes de justice. Est-ce que vous pensez vraiment que cette situation qu'on est en train de vivre, c'est une situation de, si on peut dire, de fin pour ce régime, ou au contraire, il arrive toujours donc à trouver des solutions pour essayer de détourner donc la volonté populaire? Alors, j'ai envie de dire que il y a des régimes autocratiques dans le monde, il y en a plein. Il y en a plein, il y a des régimes même totalitaires et dans lesquels il n'y a aucune possibilité de liberté d'expression. Il y en a même qui est très efficace économiquement, c'est la Chine, du Parti communiste chinois. Mais justement, c'est parce que ce régime est efficace économiquement et qui crée du développement, il crée de l'emploi, de la prospérité, de la redistribution, qu'il peut se permettre d'être comme ça, mais il ne pourra pas se permettre de rester comme ça si son efficacité économique devait décliner. En Algérie, depuis plusieurs années, l'efficacité économique de l'action publique du gouvernement de l'ère Bouteflika a énormément baissé. C'est beaucoup lié évidemment au cours du pétrole. Elle va continuer à être inefficace et aujourd'hui on est bien conscient que si, avec les pénuries, avec le chômage, avec l'inflation, avec l'exil, la hijra, etc., on est bien conscient que l'Algérie s'est enfoncée, s'est dégradée, et donc le régime autocratique qu'il y avait avant, qui pouvait se permettre de revendiquer quelques résultats économique, de redistribuer quand il y a eu le printemps arabe. Il ne faut jamais oublier qu'en Algérie, il a été traité avec des augmentations de salaire, surtout des augmentations de salaire, de la répression bien sûr, mais surtout des augmentations de salaire. Et donc, cette possibilité-là, aujourd'hui, elle a disparu. Elle a disparu. C'est le prix du pétrole peut repasser au-dessus des $90, il peut même rejoindre les $100. Les volumes exportés par l'Algérie ont énormément baissé. Cette semaine, l'Espagne s'est plainte de la baisse de la pression dans le Medgaz, qui fait qu'il ne reçoit plus les quantités contractuelles prévues de gaz algérien. Donc l'Algérie, le gouvernement, ce régime-là, pourquoi cette crise-là ressemble plus à une crise terminale que les crises précédentes? D'abord parce qu'il y a eu l'expression populaire, le Hirak veut en finir avec ce régime. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le régime n'a pas les moyens de se perpétuer, encore moins s'il devait recourir à un retour à l'avant 88. Et donc, moi, je suis très sceptique, je regarde tout cela en me disant vraiment où veulent-ils aller, avec toujours l'espoir qu'il y ait au sein du régime des personnes qui vont comprendre cela, qui vont comprendre que ce n'est pas la solution et que la solution, elle est dans la négociation, dans l'ouverture, dans le changement démocratique et dans la mobilisation des ressources de ce pays. Merci beaucoup, Hassan Al-Qadi. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous donc, dans cette émission. Hassan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui était avec nous depuis Alger. Comme j'avais donc annoncé, M. Hicham Aboud est avec nous depuis Paris via Skype, journaliste. Hicham Aboud, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghribia. Barakallahu fik. Je pense qu'on a toujours avec nous Karim Tabou, qui est toujours avec nous. Donc on va essayer de finir cette émission avec vous deux. Mais je vais vous donner la parole, Hicham Aboud, par rapport donc, à l'affaire qui vous concerne, des menaces donc, contre votre personne. On avait, donc, vous avez parlé de ça, de cette affaire, des personnes qui sont peut-être derrière donc, ces menaces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Hicham Aboud, sachant que toutes les personnes peut-être qui seront mentionnées par vous auront donc la possibilité, le droit de réponse à vos propos. Tfadal, c'est Hicham. Oui, si tu peux obtenir le droit de réponse de Tebboune, de Chengriha, de Hussein Boulahia, de tous ces criminels qui ont préparé un attentat
une infraction terroriste selon l'expression de la police judiciaire fédérale belge qui m'a auditionné sur un PV de 9 pages sur demande du parquet fédéral belge. C'était une préparation d'une infraction terroriste. Toutes les preuves sont réunies. Il ne s'agit pas d'une fuite d'audio, il ne s'agit pas d'une préparation comme ça, ou d'une affaire dans laquelle était piqué Lotfi Nzar. Non, non. Il s'agit de la préparation d'un assassinat qui me visait en premier, et après moi, il y avait 4 autres qui étaient visés. Alors, un assassinat ne se décide pas par un Lotfi Nzar qui est étranger au service ou par un pseudo-officier, sous-officier à la retraite ou des officiers qui se déplacent à Paris. Non, mon ami. Un assassinat, d'abord, il est décidé par le président de la République en personne. Parce qu'il s'agit d'un crime qui va être commis sur un territoire étranger. Et l'implication de Tebboune a été citée à plusieurs reprises par les exécutants dans des communications téléphoniques enregistrées. Enregistrées pas par des services étrangers, mais par l'intermédiaire qui servait d'abord comme appât pour les assassins, à savoir Abdelkader Tiga, qui lui était censé m'offrir sur un plateau aux exécutants, et aussi je l'ai utilisé pour pouvoir obtenir le maximum de renseignements sur l'opération et pouvoir gérer la situation parce que je n'avais aucune protection. Alors, comment s'est passée l'affaire? Depuis le mois de mai, j'étais suivi par les services de renseignement algériens. Pour preuve, il y a 2 jours de cela, un rat d'égout, excusez le terme, mais je ne peux pas le nommer autrement, a diffusé une vidéo de quelques secondes prise à Genève à mon insu, ils lui ont donné, me montrant avec une militante du Hirak. Et il avait aussi, ce bonhomme, et je le citerai jamais pour ne pas me salir la bouche, voilà. Et il avait également, hier, proféré des menaces en disant « Attends les surprises du régime algérien ». Et pendant le déroulement de l'opération, j'ai encore les vidéos sur YouTube où il annonçait que j'allais être exécuté dans la soirée. Il dit « Ce soir ou demain, il sera mort ». J'ai encore des enregistrements qui ont été mis entre les mains de mon avocat. Alors, le 15 novembre, j'ai reçu un mail de Abdelkader Tiga, un sous-officier déserteur des services secrets algériens. Il a déserté depuis 1994. Ce bonhomme avec qui je n'ai jamais eu de contact, à part 2 mails échangés dans lesquels il me demandait de me rencontrer. Évidemment, je ne rencontre personne, surtout pas des gens que je ne connais pas. Le 3e mail, il me demande de l'appeler en urgence. Il me donne son numéro de téléphone pour me dire qu'il y a une opération qui se prépare. Il me dit, je vais te donner toutes les preuves. Il me donne Farhat Mani, Anwar Malik, Abdou Samar et Amir Dezen. Il me dit, c'est des gens qui sont dans la liste. D'ailleurs, dans le mail que lui envoie Lotfi Nzar pour lui expliquer comment demander un budget pour financer ses actions, il lui dit, tu demandes de budget et pour les opérations à venir. Ces opérations sont menées par la direction du renseignement et de l'analyse
qui relève de la Direction générale de la sécurité. Juste pour rappeler Hicham Aboud, que vous étiez aussi dans les services. Vous êtes un ancien des services. Donc... Il y a 32 ans de cela, il y a 32 ans. Oui. Qu'est-ce que me dire? Il y a 32 ans de cela. Mais vous étiez dans ces services. كاين بزاف سي هشام معليش انا je vais vous donner la parole et vous savez très bien que vous êtes toujours libre de vous exprimer. Par contre, nous on n'a pas la possibilité à Al-Maghribiya de vérifier tous vos propos. Donc on n'est pas responsable, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire. C'est pour mettre en doute ce que je vous dis, qui est consigné sur un PV. معليش سي هشام معليش انت راك تعرف الامور القانونيه يعني راك تعرف الامور القانونيه. Je crois qu'on va mettre ici un terme. Si vous avez des doutes sur ma bonne... لا معليش les gens qui se posent la question c'est Hicham. يا هشام عبود يعني les gens qui se posent qui essayent de dire que Hicham Aboud est en train de nous dire de nous sortir une histoire كي نقولوها بالدرجه يعني يقول لك هذا وخرجنا فيلم تاع الهنوده. معليش انت يعني pour répondre à ces gens-là. L'affaire est entre les mains de la justice française et la justice belge, d'accord? Les documents sont entre leurs mains et on arrête là. Merci, Slama. Au revoir. Voilà. C'est dommage parce que je vous ai donné la parole, c'est Hicham. Au contraire, c'est à mettre en doute une action. Je ne mets pas en doute, c'est pas moi, c'est Hicham. Vous savez très bien que par la loi. Un régime criminel en mettant en jetant le doute sur une action qui a failli... C'est pas à moi, c'est Hicham, de jeter le doute. Je vous pose juste la question des personnes qui mettent en doute votre version et vous donnez cette possibilité de leur répondre. Bien au contraire. Pourquoi vous donnez cette parole? Je ne suis pas là pour donner le doute. Vous savez très bien que notre travail est légiféré par des lois, qu'on doit faire attention à ce qu'on est en train de dire. C'est juste dans le cadre de la loi. Chauffe, Nasser. Je vais vous dire une chose. Tout ce que je dis, s'il y avait le moindre doute, je l'aurais jamais porté. D'ailleurs, je n'allais pas le porter devant le public parce que j'allais confier l'affaire à la justice. Depuis le 3 janvier, la justice belge s'est saisie de l'affaire sans que je le demande. D'accord? La police antiterroriste, la brigade antiterroriste de Liège s'est saisie de l'affaire sur demande du parquet de Liège. Et la justice française, je l'ai saisie moi-même après avoir été convoqué par les services de renseignement français qui ont été alertés par la police, puisque moi je m'étais adressé à la police pour les alerter, pour leur dire voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai des enregistrements audio, j'ai des emails, j'ai toutes les preuves, les matricules des véhicules, les numéros de téléphone qui ont été donnés à la police française et à la police belge pour vérifier les propriétaires de ces véhicules et de ces téléphones. Donc, je ne suis pas là pour blaguer ou pour vous raconter des histoires de film hindou. Qui a dit ça? C'est les opposants du clavier, les opposants des réseaux publics, des réseaux sociaux, qui gagnent de l'argent sur YouTube en faisant commerce sur le dos du peuple algérien et en se faisant passer pour des ouamas, pour des leaders de la dernière heure, pour des partis d'opposition de la dernière heure. Ce sont ces gens-là qui... ça, c'est pas croyable, c'est un film hindou. Alors que eux, ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils ont toujours respecté la ligne rouge qu'imposait une opposition docile. Voilà. Donc la question, c'est Hicham. La question, en assassinant Hicham Aboud, supposons que qu'est-ce que le régime veut faire passer comme message? Il n'a aucun message à faire passer. Il veut faire taire une voix qui le dérange. Et eux-mêmes, ils le disent. J'ai la communication téléphonique. S'il n'y avait pas des mots grossiers, je l'aurais passé ici. Mais comme elle est truffée de grossièreté, je n'ose pas la passer. Il fallait que j'épure tout ça. Et pour eux, le terme utilisé, il est irrécupérable. Il a dépassé toutes les limites.
Il insulte le chef de l'état-major de l'armée. Personne ne le fait. Il insulte le président de la République. Ça, c'est la première fois. Et après, ils disent, ah, maintenant, ils s'attaquent à la femme et aux filles du président. Parce que c'est vrai, moi, j'ai dénoncé les filles de Tebboune qui viennent exhiber des sacs qui coûtent 185 millions de centimes. J'ai dénoncé, évidemment, ce Droupi, ce chef d'état-major, qui se mêle de tout. Je les insulte. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, je ne suis pas du genre à insulter les gens. Mais leur présence à la tête de l'Algérie est une insulte au peuple algérien et c'est pour cette raison que je les insulte. Donc, c'est pas pour faire passer un message, mais pour faire une voix qui les dérange. C'est la seule voix qui est insolente à leur encontre et c'est la seule voix qui n'arrête pas de mettre en public leur scandale. Voilà. Très bien. معليش خلينا نسمعوا سي هشام خلينا نسمعوا كريم طابو. Une opposition qui ne fait que jeter l'opprobre sur les hommes libres. Quand moi, j'étais en Algérie, j'ai lancé mes journaux, 3 journaux en 92, 93, 94, interdits de parution l'un après l'autre. Ceux qui jouent aux opposants étaient à l'époque au service du pouvoir. Quand, en 95, je passais devant le tribunal d'Alger pour trouble à l'ordre public, à la sécurité publique et atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, passible de 20 ans de prison, ces gens étaient très bien. معليش on a Karim Tabou, Hicham Aboud. Donc نرجع ليك. On a Karim Tabou, lui aussi il a passé presque plus d'une année en prison. خلينا نسمعوا qu'est-ce qu'il pense de votre affaire. Était en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? J'aimerais bien savoir. معليش خلينا نسمعوا كريم طابو نعاود نرجع لك tout de suite سي هشام. خلينا نسمعوا كريم طابو. كريم طابو, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, oui. Karim Tabou, donc vous avez entendu donc les déclarations, cette affaire qui concerne la personne de Hicham Aboud, il est avec nous, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette affaire, Karim Tabou? En tout cas, sa colère est légitime. Toute orchestration souterraine de nature à porter atteinte à l'intégrité d'une personne, voire même à préparer son assassinat, est condamnable. Nous devons tous, comme nous sommes, dénoncer ce genre de pratique. Mais c'est du déjà passé, c'est du déjà vu par le passé. Vous savez, Alim Sili a été tué dans le hall de son bâtiment, de chez lui, par un proxénète, mais bien entendu que l'assassinat d'Alim Sili a été télécommandé depuis Alger. Donc, ce genre d'opération, nous les avons connus et nous devons les dénoncer, les militants, les avocats, les gens qui peuvent être d'un quelconque apport pour dénoncer et pour démasquer ces criminels devront se mobiliser. Donc, il est bien clair que toutes les opérations menées de cette manière-là, je finis par dire à Hicham une seule parole. Loin de moi le donneur de leçons ou le donneur de conseils. C'est bien de s'occuper sérieusement de cette affaire, mais toutefois, il faut s'appliquer l'expression populaire « l'aigle prend de l'altitude quand le ciel est plein de corbeaux ». Mais Karim Tabou, j'aimerais de l'altitude quand le ciel est plein de corbeaux. J'aimerais vous entendre par rapport, parce qu'il a soulevé Hicham Aboud. Monsieur Aboud a soulevé un point que peut-être est légitime, qui est donc cette mobilisation de l'opposition. Il n'a pas vu donc de solidarité par rapport donc à lui, par rapport à cette affaire. Est-ce qu'on peut blâmer donc l'opposition par rapport à ça? Est-ce que on peut dire que l'opposition ne fait pas son devoir vis-à-vis des dépassements, alors qu'on sait ce qui se passe en Algérie. On a même un chef de parti qui est en prison, vous-même vous étiez emprisonné, on a Mohsen Abbas qui était dans cette émission, qui est menacé aussi par la justice, des centaines de jeunes qui sont en prison. Karim Tabou. À chaque atteinte aux droits des personnes et aux libertés des personnes doit correspondre une mobilisation
Et quand on fait aujourd'hui le constat de l'opposition, d'abord le mot dans ce pays, il n'y a pas une opposition au sens propre du terme, une opposition organisée, structurée, etc. Il y a des oppositions, il y a des hommes et des femmes qui se proclament de l'opposition et qui mènent des luttes et qui mènent des combats. Bien sûr que je le relève amèrement que malgré toutes les violences qui viennent vers nous, de toute nature, envers tout le monde, envers tous ceux qui se battent pour le changement dans ce pays, n'ont pas déclenché justement cette nécessité de nous organiser, de nous mettre en harmonie les uns et les autres pour aller vers l'essentiel. Une grande partie de nous-mêmes, de la classe politique dite de l'opposition, est perdue dans des faux clivages, dans des débats accessoires, et on a oublié l'essentiel. Et d'ailleurs, la meilleure preuve est que le Hirak était là, et là, si ce n'est l'intelligence populaire, cet apport de tout un chacun des petites gens, des citoyens au débat, on n'a pas vu grand-chose s'élaborer comme projet et comme vision et comme stratégie d'action de ce qu'on appelle communément l'opposition. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'évaluer et de mettre sérieusement les jalons d'une opposition réelle qui soit désintéressée, une opposition qui se met en cohérence avec les espoirs des Algériens, une opposition qui va pas se suffire de faire acte de bonne conscience et de faire des communiqués et se suffire de ça. Donc je pense que le cas de Hicham Aboud, comme beaucoup d'autres cas, ils sont là et nous interpellent et nous met en demeure de réfléchir, mais surtout de mener des actions communes pour desserrer l'étau, l'asphyxie qui est imposée à tout un chacun et à tout le monde en même temps. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. Je vais donner la parole à Hicham Aboud. Est-ce que vous voulez rebondir, Hicham Aboud? J'aimerais vous poser une question aussi par rapport à ces fuites, ces dernières fuites dont je pense que vous avez commenté aussi, les fuites de Garmit Bonouera, qui était donc le secrétaire personnel du feu Gaïd Saleh. Est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Karim Tabou, M. Hicham Aboud? Oui, d'abord, moi, je salue Karim, je salue sur son courage. Karim se bat à l'intérieur. Karim paie de sa liberté, il paie de sa personne. Et au moment où Karim était tantole, certains opportunistes qui se prétendent opposants et qui n'ont jamais ouvert la bouche quand ils étaient en Algérie, bien au contraire, ils étaient au service du pouvoir quand ils étaient en Algérie. Ils cherchent à jouer aux leaders une fois qu'ils sont à l'étranger et qui mènent un train de vie luxueux, qui mangent, comme je le dis, de la brioche, tandis que Karim Tabou et tous les frères qui sont à l'intérieur paient de leur vie, paient de leur liberté. Donc moi je salue, et l'expression qu'il a utilisée, d'ailleurs j'en fais mienne, quand l'aigle doit prendre de la hauteur quand le ciel est plein de corbeaux. Effectivement, ça, moi, j'en fais mienne cette expression de Karim. Maintenant, au sujet d'abord, clore sur l'affaire de la préparation d'infractions terroristes, elle est qualifiée ainsi par le parquet fédéral belge, et s'il n'avait pas des preuves, il ne serait jamais aventuré à la qualifier de la sorte pour perdre leur temps à m'auditionner. En France, c'est au niveau du pôle antiterroriste du tribunal de Paris que l'affaire est traitée. Évidemment, tout un dossier est préparé. Hier, j'étais avec Farhat Mhanni et pour donner à l'avocat notre dossier, étudier avec lui comment déposer la plainte, se constituer partie civile. Comme nous sommes 5 à être ciblés, il y a ceux qui veulent pas déposer plainte, ceux qui veulent pas saisir la justice sont libres. En tous les cas, nous sommes pratiquement 4 à vouloir le faire. Et on va continuer la procédure.
S'il n'y avait pas, c'était pas du sérieux, ni les services français, ni les services belges, ni la justice belge, ni la justice française ne se seraient amusés à prendre en charge cette affaire. Alors, maintenant, pour revenir à cette histoire de Bounuira, là encore, des opportunistes ont profité de ce bonhomme. Ils font commerce de sa situation, parce que Bounuira, il a été victime d'une manipulation menée par une guerre de clans qui se fait au niveau du commandement militaire, au niveau du haut commandement militaire, pour que Bounuira puisse enregistrer et faire sortir sortir ces vidéos. Eux, ils ont enregistré à peine une quarantaine de secondes qu'ils ont mis sur les premiers mots, et après, ils répétaient les mêmes images. Parce que le reste, c'était enregistré en audio. Alors déjà, pour le fait de l'extraire de sa cellule, de l'enregistrer, l'enregistrement s'est déroulé dans les locaux du tribunal militaire, dans une des chambres de permanence des officiers exerçant au niveau du tribunal militaire. Je suis au courant de toute l'opération. Je sais comment que ça s'est passé. Maintenant, Bounuira, il a eu des garanties. Les garanties sont venues de très haut niveau, parce que la guerre de clans se fait à un très haut niveau. Et depuis la visite de Chedli au ministère de la Défense nationale et le discours fait par visioconférence à toutes les unités militaires, écoles militaires, et ça c'était sur demande de Chengueria. La visite de Tebboune, vous voulez dire? La visite de Tebboune. Pardon? La visite de Tebboune, vous voulez dire? Au ministère de la Défense nationale. Oui, je pense que vous avez parlé de Chedli. Oui, donc Chedli. Je ne sais pas كيف خرج Chedli. معليش تفضل سي هشام تفضل. Tebboune au ministère de la Défense nationale, et des Chengueria, c'était sur demande ordre de Chengueria, même pas sur demande, sur ordre de Chengueria. Donc il a conforté Chengueria dans son poste, il a pris fait et cause pour Chengueria dans cette guerre de clans. Donc vous pensez, juste pour éclaircir, vous pensez que cette dernière visite de Tebboune au ministère de la Défense était donc pour soutenir Chengueria? Absolument. Elle n'était pas programmée. Par rapport à ces fuites? Attendez. Ah oui. C'est une réponse aux fuites. Parce que le ministère de la Défense n'a pas communiqué du tout sur le sujet jusqu'à cette visite de Tebboune au ministère de la Défense. Normalement, un ministre de la Défense, il se rend au siège de son ministère, on ne va pas lui faire tout ce halali, tout ce cinéma. Et puis, prendre la parole par visioconférence pour s'adresser à toutes les unités militaires, à toutes les écoles militaires, à toutes les formations. Donc, cela prouve que c'était une position à exprimer, et d'entrée de jeu, il commence à remercier le chef d'état-major, à le conforter. Je crois qu'on n'a pas remercié quelqu'un qui est en train d'accomplir son travail. On n'a pas à le remercier. On n'a pas à lui consacrer une partie de son discours. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Si vous connaissez un seul pays dans le monde où le président de la République va au ministère de la Défense, s'adresse à toute l'armée à travers visioconférence, et ça coûte ce que ça coûte, une mobilisation matérielle pareille, j'aimerais bien connaître quel est ce pays qui s'amuse à faire ce genre de cinéma. Et depuis ce jour, on n'a plus parlé ni de Bounuira, ni de guerre de clans, ni de voix discordantes. Parce que avant les fuites de Bounuira, et j'avais fait une vidéo, j'avais fait un live sur ma chaîne YouTube, où j'avais dit qu'un groupe d'officiers supérieurs, de généraux, avait saisi le conseil du président Boualem pour lui demander de porter à la connaissance du président qu'il y a une forte contestation du chef d'état-major, et ils estiment que le chef d'état-major, par certaines de ses actions, est en train de mener l'armée à l'explosion, est en train de mener le pays à la faillite. Ils n'ont pas eu de réponse.
parce qu'il faut qu'il y ait un homme fort qui puisse arbitrer. Et d'ailleurs, ils ont chargé Boualem de dire au président qu'ils étaient là pour le protéger. Parmi les gens qui étaient dans le clan opposé à Boualem, il y a le général Ben Ali, l'homme le plus vieux militaire du monde et qui a le grade le plus élevé. D'ailleurs, contradiction, il a le grade le plus élevé, mais il n'est pas opposé. D'ailleurs, de là est née une certaine friction entre Ben Ali et Shengriha. D'ailleurs, on assiste bien que jamais Ben Ali n'assiste aux réunions qu'organise le chef d'état-major de l'armée, alors qu'il est l'armée, la garde républicaine. D'une part, on est salué militairement, on coupe ça, on ne montre pas Shengriha salué Ben Ali. Mais Hicham Aboud, parce que le temps il nous presse un peu. Toujours, le système a fonctionné de cette façon. Toujours, il y a eu des guerres. Toujours, on a vu ce qui s'est passé dans les années 90 avec Betchin. Pourquoi donc cette guerre clanique dernière est plus grave que ce qui s'est passé par rapport auparavant? Elle est différente. Très bonne question, Nasser. C'est une question pertinente, c'est la question qu'on doit se poser. Du temps de l'Amin Zarouane. L'Amin Zarouane n'ayant pas pu trancher, parce qu'il y avait une guerre de clans entre, d'un côté, menée par le général Betchin, qui était son conseiller spécial, et de l'autre côté, les anciens DAF, menés par le général Mohamed Ammari. Zarouane n'ayant pas pu trancher, il a préféré démissionner. Il a démissionné. Avec Bouteflika, c'est autre chose. Avec Bouteflika, il a fait sauter, il a fait voler en éclats le cabinet noir et il s'est débarrassé de cette guerre de clans. Et il avait un Toufik qui commençait à prendre de l'ampleur et il nomme, c'est son frère, c'est Saïd, c'est pas Abdel Bouteflika, c'est Saïd en 2013 de retour de Paris pour se soigner son frère, nomme pour la première fois dans l'histoire des armées un chef d'état-major et lui donne une casquette politique. Parce que chef d'état-major, c'est un poste opérationnel, et on lui donne une casquette politique, c'est contradictoire, ça ne se passe nulle part dans le monde, et c'était la première fois que c'est fait, c'était pour contrer Toufik, et pour pouvoir bénéficier du soutien de Gaïd Salah pour limoger Toufik. Parce que Saïd Bouteflika ne pouvait pas s'accommoder de la présence de Toufik. معلش سي هشام باش pour gagner un peu de temps خلينا par rapport الوقت على بال je sais que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. اتفضل. Donc du temps de Bouteflika, la situation était comme ça, donc on a ramené Gaïd Salah, et aujourd'hui on n'a pas un homme fort, un homme qui peut trancher. Tebboune n'a ni l'envergure, ni l'étoffe, ni le charisme d'un chef qui peut trancher dans ce genre de conflit. Et quand il y a un conflit au niveau du commandement militaire, c'est très très grave. C'est très très grave. Et Tebboune laisse faire et ça risque de provoquer une implosion et ça risque de mener l'Algérie droit vers la catastrophe. En un seul mot, Hicham Aboud, est-ce que vous pensez donc qu'il y a panique au sommet de cette décisionnelle de l'état-major, quand on regarde toutes ces fuites, quand on regarde ces contradictions, mais aussi cette guerre qu'il y a entre eux? Évidemment, il y a péril en la demeure. Quand un état-major de l'armée se comporte en voyou, en cherchant à assassiner des hommes, c'est un travail de voyou. Quand on fait appel à des anciens tueurs, tels que Hussein Boulaya, tels que Nasser al-Jen, tels que Mohamed Jabbar, et on leur donne des postes de responsabilité, ça est, y compris Shengriha aussi, un tueur, puisque Shengriha, selon le témoignage de l'Habib Souaidia dans la Sale Guerre, il dit qu'il avait tué un citoyen à l'Akhdariya d'une balle dans la tête. On a aujourd'hui des malfaiteurs, des criminels à la tête de l'armée algérienne. C'est très très grave.
Quand on crée une direction, appelée direction du renseignement et de l'analyse, or, sa mission, c'est la liquidation physique de personnalités à l'étranger, des journalistes. Moi, je suis pas un opposant, hein. Moi, je suis pas un opposant. Parce que je rejoins Karim Tabou quand il parle d'opposition. Être un opposant, c'est quelqu'un d'être organisé, structuré dans un parti politique qui a un programme et qui cherche à se substituer au au pouvoir en place, c'est-à-dire faire dégager le pouvoir en place et prendre sa place par la voie de évidemment. Ça n'existe pas encore. Merci Hicham Aboud. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir témoigné dans cette émission. Barakallahu fik. Merci. Hicham Aboud. On va donner le mot de la fin à Karim Tabou. Karim Tabou, sur cette question de fuite, très rapidement s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'il y a panique dans la demeure de l'état-major, sachant que ça peut entraîner notre pays à des problèmes graves? Enfin, moi, personnellement, je ne me fais pas une analyse sur la base de données aussi dispersée, assez souvent des fuites qui sont organisées et des conflits qui, en tout cas, risquent de mettre l'intégrité du pays en danger, mais elle a déjà mis en difficulté le citoyen algérien qui continue de subir un système politique fait de putsch, de coups bas, dirigé par des incultes, par des indigents politiques incapables de projeter le pays dans l'avenir. C'est ça la question essentielle. Et l'intérêt n'étant pas de choisir avec qui s'acoquiner, ni les uns ni les autres, parce qu'en fin de compte, ils sont d'une certaine manière responsables de ce qui arrive dans le pays aujourd'hui. Un pays qui a toutes les conditions pour faire de ce pays un pays émancipé, un pays développé, et qui patauge encore dans des problèmes de ce niveau-là. C'est quand même triste, mais c'est également une mise en demeure de l'histoire. Pour tout un chacun, nous devons nous regarder dans le miroir. Chaque Algérien devra se regarder dans le miroir et devra regarder en face ses enfants pour se dire qu'est-ce que je fais en fait vis-à-vis de l'histoire. Je suis comptable de toutes les batailles que je n'ai pas menées. Les Algériens vont être jugés par l'histoire, non pas sur les batailles qu'ils ont ratées, qu'ils ont perdues. Ils vont être jugés par l'histoire pour les batailles qu'ils n'ont pas menées. Et aujourd'hui, Dieu seul sait combien de batailles qui sont là et qu'il va falloir mener. La bataille pour défendre les détenus ils sont des centaines dans des prisons, dans des conditions lamentables, difficiles. Il est inacceptable encore que des gens partent dans des conflits, dans des débats byzantins infinis. Et ils oublient qu'en face de nous, nous avons des questions qui devront relever de la mobilisation de tout le monde pour essayer de desserrer l'étau sur ces prisonniers, desserrer l'étau sur les espaces d'expression, reconquérir le terrain, se remettre en action pour essayer de redonner de l'espoir aux Algériennes et aux Algériens. Merci Karim Tabou. Je vais finir avec cette phrase, redonner de l'espoir pour les Algériennes et les Algériens. Il était avec nous, coordinateur national de l'UDS, il était avec nous depuis Alger. Un grand merci aussi à M. Hicham Aboud, journaliste, qui était avec nous via Skype depuis Paris. Grand merci aussi à M. Mohsen Belabbas, président du RCD, qui était avec nous dans la première partie de cette émission. Merci aussi à M. Ihsan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Semhouna, on s'excuse, on a dépassé un peu le temps de l'émission. Atman Sabak suivra donc cette émission. M'bqaw ma'ana wa bqaw ala khair.